que vous ayez accepté de venir nous rejoindre pour lancer le débat. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les opportunités qui sont offertes. Alors, c'est pour cette raison que j'ai demandé, donc aussi bien à Pierre Chico, comme vous le savez, qui est un expert au niveau des problématiques des collectivités territoriales. J'ai demandé aussi à Madiambé de venir aborder avec nous cette économie en mutation. J'ai demandé aussi à M. Bougré, avec lequel on a fait l'occasion de faire un certain nombre d'émissions médiatiques, de prendre véritablement corps avec nous dans ce débat pour pouvoir expliquer les enjeux de la géothermie et de l'hydrogène. Maintenant, l'enjeu, c'est de créer un vrai secteur d'activité nouveau au niveau de la Guadeloupe. Le but de la démarche, ce n'est pas d'avoir un univers captif économique sur la zone de Bouillante, mais bien d'avoir un rayonnement sur toutes les communes et toutes les communautés d'agglomération des communes de la Guadeloupe pour en faire des pôles stratégiques, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan aussi social, sur le plan artisanal. Je rappelle que l'objectif global, c'est d'avoir une augmentation du PIB de la Guadeloupe parce que s'il n'y a pas de production de richesse, on ne peut pas s'en sortir. Donc, l'enjeu, l'objectif, c'est le PIB, comment augmenter le PIB du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'accession à des compétences sur des secteurs d'activité novateurs et toujours en plein essor. J'insiste sur le toujours en plein essor parce que des secteurs d'activité comme celui-là, chaque fois que vous ouvrez un nouveau marché, vous faites un bond en avant. Et des nouveaux marchés, il y en a beaucoup, ne serait-ce que la zone de la Caraïbe et la zone de l'Amérique du Sud. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. Il y a l'objectif qui est d'atteindre le zéro chômeur. C'est possible d'y arriver. On peut budgétiser ce que ça représente et inclure dans un projet dynamique économique l'atteinte de cet objectif, zéro RSA, parce qu'on a besoin des compétences de chacun. Et dans notre pays, tout le monde est compétent à son niveau. La chose, c'est comment amplifier les zones de connaissances et de compétences de manière à créer des pôles d'activité économique, mais on a une situation économique qui fait que les collectivités territoriales sont relativement endettées. Donc, il faut partir sur des nouveaux schémas. Voilà pourquoi j'ai demandé à Madiambé de venir nous rejoindre, de prendre la parole sur ce dossier. L'enjeu est celui-là, en fait, comment arriver à expliquer simplement que le monde a complètement changé et qu'il ouvre des opportunités nouvelles aux personnes de la Guadeloupe. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère qu'on m'entend très bien. Oui. Alors, bonjour à tous et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été choisi pour pouvoir intervenir durant cette conférence débat ou dans tous les cas cette prise de parole. Et moi, ce qui m'intéresse véritablement dans ce projet, c'est la possibilité de faire comprendre à la population qu'aujourd'hui, que grâce à la technologie, qu'on peut faire des choses extraordinaires tout en restant en Guadeloupe. C'est-à-dire que la barrière de l'internationalisation n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez être en Guadeloupe, travailler depuis chez vous et avoir une résonance internationale. Et ça, c'est une chose vraiment importante. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue économique, le monde, il est plus... C'est nous qui avons du retard finalement. C'est nous qui ne sommes pas forcément adaptés à ce qui se fait aujourd'hui. Et des exemples, je pourrais en donner plein. Et je ne sais pas si j'aurai le temps peut-être de montrer ma petite présentation, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir rayonner partout dans le monde tout en étant en Guadeloupe. Qui plus est, nous avons des atouts. Ces atouts sont autour de nous, c'est-à-dire ça peut être la terre, la mer, mais aussi le ciel. Parce que souvent, lorsqu'on voit la Guadeloupe uniquement à travers la portée des médias locaux, des médias que nous avons, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui sur le pays au niveau de la terre. Mais il y a aussi la Guadeloupe de la mer et la Guadeloupe de l'espace qu'il faudrait aussi conquérir, parce qu'à ce niveau-là aussi, nous avons des atouts. Mais malheureusement, cela n'est pas forcément dit, cela n'est pas forcément mis en avant. Donc, pour moi, aujourd'hui, si nous sommes véritablement dans un changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, dans une situation, certains diront chaotique, mais moi, je ne dirais pas chaotique, c'est juste que des personnes, la jeunesse veut se mettre en avant et veut dire qu'elle existe. Donc, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, il faut pouvoir passer à l'action, il faut pouvoir proposer des projets concrets à ces jeunes et ne plus proposer justement des projets sous des anciens schémas. Lorsque je dis ça, je ne suis pas en train non plus de me mettre en porte-à-faux avec la génération future ou la génération ancienne. Il faut bien comprendre la chose. Parce que souvent, lorsque j'interviens à la télé ou dans des débats ou autres,
on peut croire qu'il y a une différence entre les anciens et les nouveaux. Alors, je fais juste une parenthèse. Aujourd'hui, j'ai ma grand-mère qui a 89 ans, elle a une tablette, un téléphone portable. Donc, lorsqu'il faut pouvoir discuter, on peut le faire de façon très simple et très claire. Ensuite, le rôle de chacun, de point de vue générationnel, doit être aussi assumé. C'est-à-dire, ce n'est pas tout forcément aussi qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout aussi qui doit se passer directement en présentiel. Et la preuve, la crise actuelle montre que ce n'est plus possible. Lorsqu'il y a un confinement, on ne peut plus sortir, on ne peut plus se voir, on ne peut plus discuter. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une dynamique qui a été mise à l'extérieur de la Guadeloupe, et cette dynamique, on doit pouvoir prendre, je peux dire, la marche de ce qui est fait. Effectivement, prendre cette marche ne veut pas dire oublier nos spécificités et oublier qui nous sommes. Bien au contraire, ce serait une façon de mettre en place nos atouts et de valoriser qui nous sommes finalement en tant que Guadeloupéens, Caribéens, Européens et finalement en tant qu'être humain. Parce que cette notion d'être humain, c'est pour moi une notion aujourd'hui très importante. Parce que lorsque j'entends, et je ne sais pas, alors Kalala, je me permets, j'ai fait une petite présentation, je me suis permis, et j'aimerais là un peu la montrer. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un partage d'écran, s'il vous plaît? Voilà, c'est parti. J'espère que... OK, mais parfait. Demain, est-ce que tout le monde me voit? Mais apparemment, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, par rapport à la situation et la crise que nous connaissons, est-ce qu'il y a des atouts et est-ce qu'il y a un potentiel en Guadeloupe pour pouvoir justement sortir les meilleurs éléments et pouvoir rayonner à travers le monde? Et c'est cette question que je me suis posée, tout simplement pour pouvoir discuter et analyser ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. Ensuite, la question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que la Guadeloupe est en mutation, en bouleversement, ou est-ce qu'on subit un grand changement? Et moi, je pose souvent cette question, avons-nous un retard? Parce que nous vivons aujourd'hui, il faut le dire clairement et simplement, nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans une Guadeloupe qui est en arrêt, qui est à l'arrêt. Ça veut dire, lorsque moi je discute avec mes amis qui sont un peu partout dans le monde, hein, en France ou autre, ils me disent oui, mais moi j'aurais bien aimé rentrer, mais la Guadeloupe la Guadeloupe est en retard, la Guadeloupe est sur pause. Je ne peux pas me faire livrer mon repas, je ne peux pas écouter ma musique comme je veux, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, cette mutation, ce bouleversement, ce changement, c'est même pas actuel en fait, parce qu'on est carrément en retard, on a carrément pris du retard. Et souvent, lorsque je parle de retard, je vous demande simplement d'analyser votre quotidien. Lorsque vous voulez maintenant prendre un billet d'avion, qui va forcément dans une agence pour pouvoir voyager? Il n'y a plus grand monde, sincèrement. Tout le monde commande en ligne. Lorsqu'il y avait, par exemple, Norwegian, il n'y avait pas de possibilité de commander, de pouvoir aller dans une agence, on allait sur Internet. Donc, pour montrer qu'aujourd'hui, ce n'est même plus une question de mutation, de bouleversement ou de changement, c'est un impératif, tout simplement, qu'on doit pouvoir mettre en avant. Ensuite, deuxième chose, ce qui est important pour moi, personnellement, et là, je prends le temps de l'expliquer, à travers ce que j'entends partout sur les réseaux sociaux et autres, il y a une phrase souvent qui revient, c'est je sens qu'il y a une nouvelle énergie en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle chose, il y a quelque chose qui doit naître, une énergie nouvelle. Et cela m'a vraiment interpellé. Et je me permets de faire un parallèle justement pour pouvoir donner cette source de motivation en parlant d'énergie, premièrement, dans ma présentation. Donc, aujourd'hui, ce que moi je vais aborder très succinctement, hein, parce que je n'aurai pas le temps de tout dire, bien sûr, mais dans tous les cas, d'exposer, ce serait donc, la partie de l'énergie dans le monde, l'économie, la politique et la jeunesse. Donc, premièrement, pourquoi l'énergie dans le monde? Comme je l'ai dit, à travers notamment mes interventions au Canada, c'est mes discussions et mes échanges, beaucoup de jeunes n'ont plus cette vision ou n'ont plus cette étincelle ou ce rêve de la Guadeloupe. Et souvent, je leur dis, mais vous savez, déjà, vous, en tant que Guadeloupéen, vous êtes des êtres parfaits. Mais qui plus est, vous, en tant qu'être humain, vous êtes des êtres parfaits. Et souvent, je prends cet exemple et je leur dis, mais vous savez, quelle est votre première source d'énergie? C'est le fait de respirer. Si vous pouvez respirer, si vous avez accès justement à de l'oxygène gratuit autour de vous, vous êtes déjà des êtres d'exception. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas juste un corps qui est sur place. Et cette problématique est souvent mise en avant chez les jeunes, certaines fois indirectement, mais dans tous les cas, elle est ressentie. Donc, cette première source d'énergie que nous avons, nous, c'est grâce à cet oxygène qui est autour de nous. Qui plus est, nous sommes dans un pays, sur une île, on va dire.
avec peu pollué, contrairement à ce qui se passe en Chine ou d'autres parties dans le monde. Donc, on a la possibilité de respirer un oxygène qui est belle et qui doit servir justement à nourrir nos corps, parce que ça, c'est très important, là, le rapport au corps. Ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre, premièrement, a connu une grande oxygénation. Et lorsque j'ai découvert cela, je me suis dit, mais est-ce que la Guadeloupe aujourd'hui n'est pas là au chercher de cette grande oxygénation? C'est-à-dire ce grand souffle, ce nouveau souffle qui nous permettrait, qui nous est demandé ou qui est demandé aujourd'hui à la jeunesse. Donc cette grande oxygénation, nous devons pouvoir la prendre et la mettre en avant. Ensuite, qui plus est, l'univers dans lequel nous vivons, nous, en tant que personnes, chose très importante, est rempli d'énergie. Les étoiles que vous voyez autour de vous, l'univers, la Voie lactée, telle qu'elle les disent, est remplie d'énergie, et cela grâce aux milliards d'étoiles. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 milliards d'étoiles sur Terre. Chose importante encore, dans l'espace. Chose importante. Parce qu'il faut bien comprendre que avant nous, il y avait un écosystème qui existait, et cet écosystème, on doit quand même pouvoir porter un regard dessus. Et vous verrez, durant mon explication, pourquoi je parle souvent d'écosystème et d'univers, parce que pour moi, c'est là où se situe fondamentalement l'atout de la Guadeloupe. Alors, toute civilisation a besoin d'une puissance. Donc, pour moi, une civilisation doit pouvoir avoir cette base. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Guadeloupe, il faut avoir ce regard. Nous, et en tant que jeunes, moi, quand je parle à d'autres jeunes comme moi, je parle de projet civilisationnel. Je ne parle pas forcément de savoir si on sera indépendant, qu'est-ce qu'on va manger ou qu'est-ce qu'on va faire. Non, c'est un projet civilisationnel qu'il faut pouvoir proposer maintenant aux jeunes. Donc, aujourd'hui, en matière d'énergie, je prends l'exemple de la Chine. La Chine aujourd'hui a créé, je peux dire, du tokamak. Le tokamak, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une source d'énergie qui s'apparente à celle des étoiles aujourd'hui qu'on voit autour de nous. Donc la Chine a bien compris que si elle veut aujourd'hui rayonner dans le monde et avoir cette énergie chez elle, elle doit pouvoir la créer de façon la plus saine possible. Ensuite, l'information. Je prends encore l'exemple de la Chine, mais on va pouvoir après discuter, je pense, au niveau de l'information. Parce que la Chine, c'est vrai, bloque ou empêche à sa population d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Mais cette information aussi, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, elle est accessible à tous et à tout le monde. Je vous demande juste de prendre votre téléphone portable et d'écrire le mot que vous voulez, même pour pouvoir remplacer simplement la roue de votre voiture avec le modèle, l'âge et tout ce que vous voulez, vous allez trouver cela. Donc aujourd'hui, l'information aussi fait partie aussi de la puissance d'une civilisation. C'est que l'information est quelque chose de capital. Et je ne ferai pas de direction sur les fake news, pourquoi on veut mettre en place des fake news, mais je dis juste, lorsque l'État veut pouvoir diriger, qu'est-ce qu'une vraie information, une mauvaise information, il faut se poser des questions. Troisième chose, c'est le transfert de marchandises. Une fois que vous avez créé chez vous, que vous avez une marchandise, ça peut être n'importe quoi, un téléphone, une table, une chaise et même de la connaissance. Il faut pouvoir transférer cette marchandise. Donc le transfert de marchandises, c'est cette ouverture sur le monde aussi que nous devons avoir. Et là encore, je ferai appel plus tard à M. Bougri au niveau de la géothermie avec le transfert de marchandises et dans tous les cas, le transfert de savoir. Donc aujourd'hui, les civilisations ont besoin d'énergie. Et nous, en Guadeloupe, quelle est notre énergie? Les Romains et les Grecs avaient l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons le carbone et le pétrole. Mais nous, maintenant, quelle est notre énergie? Quelle source d'énergie que nous allons utiliser pour pouvoir créer aussi cette Guadeloupe? C'est ces questions aussi qu'il faut pouvoir se poser. Est-ce que nous allons tous nous mettre la main à la pâte et travailler? Est-ce que nous allons passer par la géothermie? Il faut qu'on puisse se poser ce type de questions aussi. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes pourront m'aider, il n'y a pas forcément de carbone ou de pétrole en Guadeloupe ou de gaz au jour d'aujourd'hui. Donc, quelle source d'énergie naturelle, mais quelle source d'énergie aussi humaine que nous allons utiliser pour pouvoir réussir? C'est ce type de questions que je pose. Et aujourd'hui, grâce à la connaissance que nous avons à travers le monde, même la boue d'épuration est une source d'énergie verte. Donc, encore une fois, même avec de la boue, on peut créer de l'énergie. Donc, en Guadeloupe, tout est possible. Il faut juste qu'on ait de l'énergie et de la connaissance qui va avec pour pouvoir comprendre justement que tout est possible et qu'il n'y a pas forcément de déchets, il n'y a pas forcément de problème. Et là encore, je prends le temps de pouvoir m'adresser aux jeunes. Tout est possible. On peut vraiment tout faire. Si à partir de la boue, on peut faire de l'énergie, l'être humain n'a rien à voir avec de la boue. Donc, un être humain aussi est capable de réaliser, un jeune Guadeloupéen aussi est capable de réaliser ce qu'il veut faire. Qui plus est, la nature nous a montré et nous montre qu'il y a des choses extraordinaires. Au-delà peut-être des coquillages
et des coraux que nous avons autour de nous, encore une fois en Guadeloupe, et je dirais même dans toutes les îles du monde, il y a aujourd'hui la création de béton de chanvre. Et là, je prends un peu de temps pour un peu, si je puis dire, casser une image qui peut être et de marijuana et autres. Aujourd'hui, le béton de chanvre est tout à fait possible. Donc, au lieu de pouvoir stigmatiser un jeune et de lui faire comprendre que fumer de l'herbe, c'est pas bon, voilà, tu fais rien de ta journée, dis-lui qu'avec l'herbe qu'il est en train d'utiliser, qu'il peut faire du béton chez lui, tout simplement. Et là, vous lui donnez une vision autre et nouvelle du monde dans lequel il est. À Cuba, qui est pas très loin de nous, on fait déjà du béton écologique végétal, à 80% végétal. Donc, c'est tout à fait possible de pouvoir maintenant penser à la construction de notre pays, de penser à une construction écologique de notre pays avec notre jeunesse qui demande à avoir encore uniquement de l'information. Ensuite, je me permets de faire une parenthèse sur l'aspect économique parce que pour moi, c'est assez important aussi de dire un certain nombre de choses. Et la chose la plus importante que je vais dire, c'est que nous devons bien comprendre que le système économique dans lequel nous sommes aujourd'hui est vraiment un système économique sous perfusion. Mais clairement et nettement, aujourd'hui, les collectivités ne créent pas de l'argent. Il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. La majorité des collectivités ne créent pas de l'argent, elles reçoivent de l'argent. Bon. La majorité des grandes sociétés et entreprises qui sont en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ce sont des franchises. Donc l'argent qui est gagné ne reste pas forcément ici. Parce que une franchise veut que l'argent remonte à la société mère qui se situe à Paris ou peu importe où dans le monde. Parce que ce n'est pas forcément à Paris, on peut avoir des mensonges. Donc, il faut bien comprendre que ces deux axes économiques ne sont pas viables pour nous aujourd'hui. L'économie qui est viable pour nous aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'analyser ce qu'il y a autour de nous et de pouvoir conquérir le monde nouveau avec des entrepreneurs et des jeunes dynamiques et des personnes, dans tous les cas, qui veulent créer une dynamique. La franchise et les collectivités ne pourront pas jouer ce rôle. Ils ne doivent pas jouer ce rôle. Qui plus est, pourtant, sur une analyse, ça me permettra de faire une transition avec la partie politique. Aujourd'hui, l'économie, c'est eux qui mettent en place les présidents. Il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. On prend l'exemple des États-Unis, c'est celui qui paye la campagne du président qui met le président en place. Il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Si on prend les élections présidentielles, pour pouvoir faire une élection présidentielle, chaque élection présidentielle se rend compte qu'il y a un problème de financement de campagne. Pourquoi? Parce que c'est avec l'argent qu'on peut financer une telle dépense d'énergie, encore une fois. Donc, l'économie aujourd'hui, c'est la base que l'on doit maîtriser. La politique, oui. La jeunesse, oui. L'énergie, oui. Moi-même, j'en parle dans ma conférence et dans mon explication. Mais l'économie, c'est la chose que nous devons maîtriser obligatoirement si nous voulons passer ce cap et réussir à analyser le monde d'aujourd'hui pour pouvoir montrer que nous sommes des personnes qui comptons dans l'univers aujourd'hui. Ensuite, l'aspect politique. L'aspect politique, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je vais souvent laisser M. Chico prendre la parole pour l'aspect politique. Mais l'aspect politique, il faut être clair aussi à ce niveau-là. Moi, je parle à mon niveau avec, par rapport à mes études, avec mon master quand même en droit public. Moi, et en sciences politiques, je me pose quand même quelques questions. Lorsqu'un président de région de la Guadeloupe est élu, alors que 70% des votants ne sont même pas déplacés pour savoir qui il était véritablement, est-ce qu'il est légitime? Lorsqu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en train de faire des barrages ou des piquets de grève, lorsqu'on écoute leurs revendications, est-ce que ça peut être réglé dans l'état actuel de notre schéma institutionnel ou statutaire? Je vous laisse répondre. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je ne tire pas contre le politique. Je veux juste faire comprendre que la réponse qui a été donnée et qui a été donnée durant des années, elle est plus viable. Ce n'est plus ce qui intéresse la jeunesse et ce n'est plus ce qui intéresse tout court les personnes qui vivent sur ce pays. Ensuite, lorsqu'on parle notamment de jeunesse, il y a la jeunesse physique. Voilà, on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on est considéré comme étant jeune. Et à partir de certain âge, on est considéré comme étant vieux. Mais moi, je voudrais aussi aborder la jeunesse d'esprit. Parce que cette jeunesse d'esprit, comme par exemple, pour l'exemple de M. Nelson Mandela, qui a été emprisonné durant des années et qui a gardé cette jeunesse d'esprit
pour pouvoir devenir président par la suite de son pays avec une vision nouvelle de son pays. Donc, la jeunesse d'esprit, cette jeunesse d'esprit qui nous permet de faire une mise à jour constante de qui nous sommes en tant que peuple ou en tant que personne pour pouvoir réussir, il faut aussi qu'on puisse la mettre en place. Et pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on doit donner et qu'on doit transmettre. Et le pire, vous savez, vous voyez, j'aime faire des parallèles souvent, c'est un peu peut-être mon péché mignon. La Jamaïque, en 2012, n'était pas l'équipe la plus rapide pour pouvoir gagner le relais 4 fois 100 mètres. Même s'ils avaient Mme Frazier, qui est une très grande athlète, elle ne pouvait pas gagner par rapport aux Américaines sur le papier. Et vous savez pourquoi elles ont gagné? Juste parce qu'elles ont travaillé sur le relais et la transmission de leur relais. Donc aujourd'hui, si nous voulons véritablement changer le monde économique, le monde guadeloupéen économiquement, politiquement et en matière d'énergie, il faut pouvoir avoir ce transfert et ce transfert de relais, cette transmission, elle va pouvoir être faite aujourd'hui. Et j'invite les jeunes et les moins jeunes à prendre le temps à discuter entre eux, discuter entre vous. Prenez le temps de véritablement de comprendre la jeunesse, physique peut-être, tout en gardant aussi une jeunesse d'esprit. C'est très important aujourd'hui si on veut comprendre le monde. Je me permets quand même de donner, à mon avis, la possibilité et la vision qu'on devrait avoir justement sur la politique. Ça va prendre 5 secondes, mais je me permets quand même de le dire. Aujourd'hui, c'est soit nous avons beaucoup de discussions entre l'article 74, 73, l'indépendance. Ce qu'il faut comprendre, globalement, il y a un champ de possibilités extraordinaires. Et ce champ de possibilités extraordinaires, c'est à nous de le conquérir et c'est à nous véritablement de choisir ce que nous voulons. À mon avis, aujourd'hui, si on veut comprendre les choses de manière simple et basique, se positionner comme ce qu'a fait la Martinique avec une rationalisation des chambres exécutives, c'est-à-dire la région et le département, peut être aujourd'hui, je dis bien pourrait être une solution parmi tant d'autres pour ne pas forcément effrayer les personnes qui ne vont pas comprendre la démarche. Donc ça, c'est juste mon avis à discuter, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui se passe à Martinique, d'accord. Mais je pense que si on veut quand même donner une solution, une vision, ça peut être, dans tous les cas, la première marche qui nous permettrait ensuite de discuter, de fixer les axes et donner une perspective par la suite si on voudrait passer à l'article 74 ou à l'article 73. Mais là, je laisse M. Chico véritablement rentrer en profondeur et expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je parle de mutation, il y a une chose pour moi qui est très importante, c'est le e-commerce, c'est-à-dire tout simplement sur le commerce en ligne. Alors, lorsque je parle de commerce en ligne, vous le vivez tous les jours. Lorsque vous allez acheter une pièce pour votre voiture, alors je vais dire Marie-Max, la Gup pour ceux qui sont en Guadeloupe et je sais pas, peu importe, non, voilà, je n'ai dit 3. Vous participez à de l'e-commerce. Vous arrivez sur les lieux, on vous dit souvent, la pièce, on ne l'a pas, mais on va la commander. Donc, vous de patienter une semaine, et en patientant une semaine, vous participez à l'e-commerce tout simplement. L'e-commerce n'a rien de sorcier. L'e-commerce ne va pas tuer la relation humaine, souvent par rapport à ce que j'entends. L'e-commerce ne va pas tuer la relation humaine. L'e-commerce ne va pas tuer le commerce des petites sociétés ou autres. L'e-commerce est juste une facilité donnée aujourd'hui pour qu'on puisse faire des échanges de marchandises, comme je l'ai dit au début, ce qui est le pilier d'une civilisation, pour pouvoir aller de l'avant. Qui plus est, la FEVA d'aujourd'hui dit que lors de ce troisième trimestre de 2021, les ventes ont augmenté de 15%, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, on va sûrement atteindre le cap de 130 milliards d'euros à la fin de l'année. Une question, pourquoi nous, on n'aurait pas, en tant que Guadeloupe ou Guadeloupéens, décidé à se mettre à l'action 1, 2, 3 ou 4% de ces 134 milliards à la fin de l'année? Qu'est-ce qui nous empêcherait? Nous n'avons pas de jeunes qui savent construire des sites, nous n'avons pas de jeunes qui avons des projets, nous n'avons pas de personnes de marketeurs en ligne, nous n'avons pas de community manager, nous n'avons pas de social media management. Oui. Donc pourquoi? Ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait aussi à notre portée. Ensuite, la FEVAN encore explique avec quelques chiffres, mais ce qu'il faut comprendre globalement, lorsqu'il y a eu cette crise du Covid récemment, en 2020,
effectivement, les personnes qui ont ou qui avaient, parce que c'est fermé, les personnes qui avaient ou qui ont aujourd'hui une société physique ont eu beaucoup de problèmes. Mais je vous rassure, les personnes qui avaient un commerce en ligne, et ils n'ont eu aucun problème, et bien au contraire. Et c'est cela, en fait. Moi, encore une fois, je ne suis pas ni pour ou ni contre le commerce physique, et ni pour et ni contre l'e-commerce. Je dis juste qu'il y a une réalité et qu'il faut pouvoir faire face à cette réalité, tout simplement. Et les chiffres sont là. Je vous laisse faire, si vous voulez, des captures d'écran. Les chiffres sont là pour vous montrer que c'est tout à fait possible de se faire des millions ou des milliards d'euros en passant par le e-commerce. Et le e-commerce aujourd'hui, c'est vrai que ses vues sont basiques. Et il y a notamment le dropshipping, je ne sais pas si vous connaissez, le dropshipping qui, qui a été souvent décrié, qui propose des cours en ligne, font du e-commerce. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, ils sont véritablement dans le e-commerce. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le e-commerce, c'est que le e-commerce aujourd'hui, je continue et je prends le temps d'expliquer les choses parce que c'est vrai que lorsqu'on parle des problèmes de la Guadeloupe et qu'on me demande souvent d'intervenir dans le e-commerce ou dans la mutation, il faut bien comprendre que lorsque moi je m'adresse à ces jeunes me disent une chose de très claire. Tu sais, j'ai 20 ans. Pendant 20 ans, je parlais à ma mère, elle n'a rien compris de ce que je lui disais. Pendant 30 ans, j'ai parlé à ma mère et à mon père, ils n'ont rien compris de ce que je disais. Donc souvent, il faut bien comprendre que lorsque je prends le temps d'expliquer qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce qu'un projet civilisationnel, c'est surtout pour que ces jeunes puissent capter que c'est possible de pouvoir réussir et c'est possible de pouvoir passer la question. C'est une chose très importante que peut-être que nous, en tant qu'adultes, pour nous, c'est une évidence, mais ce jeune qui doit se former, lui, on doit pouvoir le lui dire. Alors, les solutions par rapport à l'e-commerce et à la mutation qui se passe aujourd'hui, les universités Harvard, MIT, Yale sont aussi maintenant en ligne et donnent carrément des cours gratuits. Donc, lorsqu'on dit que nos jeunes partent pour pouvoir se former et que l'offre de formation n'est pas assez bonne en Guadeloupe, on m'entend? Oui? Oui, on entend. Très bien. Donc, lorsque Harvard, Yale et MIT Oui, se on mettent vous en ligne, entend. ils font du e-commerce et ils sont présents. Donc, ça, lorsqu'on parle des jeunes qui sont en train de partir parce qu'ils ne peuvent pas se former, pourquoi ici, on n'aurait pas notre plateforme au même titre que Harvard, MIT et Yale pour pouvoir proposer des formations à distance à nos jeunes pour qu'ils ne puissent pas quitter leur pays tout en apprenant ce qui se passe dans le reste du monde. C'est tout à fait possible. Donc, lorsqu'encore une fois, que l'on veut nous donner le billet d'avion donné par la DOM pour pouvoir aller voyager et autres, c'est juste une stratégie qui a été mise en place pour pouvoir vider notre pays, mais ce n'est pas la stratégie adéquate parce que les grands de ce monde, je pense avoir des MIT, encore une fois, le font déjà. Donc peut-être que j'envoie aussi une grande pêche à l'université pour l'université de se développer, de se mettre carrément en ligne et de plus forcément, de pouvoir privilégier cette vision en ligne. Ensuite, je continue. J'espère que je pourrai. Le e-commerce aussi. Je prends maintenant des exemples et je vais passer à certains exemples pour pouvoir comprendre quelle est la puissance aussi du e-commerce. Je prends l'exemple de Tambouillé, qui s'est joué cette rite, qui est connu à travers le monde, mais qui n'arrive pas à avoir justement ce rayonnement international. Pourquoi il ne crée pas sa formation en ligne de joueur de Goka pour apprendre une personne à jouer au Goka dans le reste du monde? Qu'est-ce qui lui empêche? Pareil, les artistes, les peintres ou autres, qui veulent se mettre en avant, pourquoi ils ne font pas justement des galeries éphémères en ligne pour pouvoir vendre leurs produits? Pourquoi ils ne peuvent pas vendre leurs produits en ligne, tout simplement? Je rappelle, nous sommes 400 000 sur un pays et à l'extérieur, il y a plus de 7 milliards de personnes. Donc, je préfère venir à 7 milliards de personnes que venir à 400 000 personnes. C'est tout à fait logique. Maintenant, lorsqu'on parle de massage, en Guadeloupe, il y a des personnes qui ont un savoir-faire au niveau du massage. Pourquoi on ne les filme pas pour pouvoir montrer ça à tout le monde? Sur une plateforme sur laquelle on irait Massage Guadeloupe et on pourrait tout simplement aller de l'avant à ce niveau-là. Voilà. Les concerts en ligne, les artistes, pourquoi pas faire un concert en ligne? En plus, je rappelle pour les artistes, Spotify, va venir récemment en Guadeloupe, mais c'est quelque chose qui n'existait pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de CD. Il y a très peu de morceaux qui fonctionnent sous clé USB. Aujourd'hui, tout est sur YouTube ou en ligne. Donc, les concerts aussi doivent être en ligne et la visibilité d'un artiste aussi doit être en ligne. Et là, on ferait aussi de l'e-commerce. Et maintenant, je mets un certain nombre
métiers qui sont tout simplement possibles grâce au e-commerce et qui aujourd'hui seront et sont déjà des métiers d'avenir et qui ont été mis en place. Et je fais une parenthèse parce que j'ai mis quelques métiers. Je prends l'exemple des secrétaires. Pourquoi aujourd'hui un jeune ne peut pas être une secrétaire à domicile? Elle peut répondre au téléphone, elle a la possibilité de mettre l'emploi du temps en ligne en même temps que son patron ou que son financeur, je dis comme ça, on peut avoir des secrétaires à distance. Lorsque je mets influenceur, souvent, je ne sais pas qui c'est, souvent, lorsqu'on parle des influenceurs, on pense souvent à ces jeunes ou à ces jeunes filles qui ont les grosses lèvres, les gros seins, voilà, qui disent que des bêtises et qui ne savent pas forcément parler français. Mais aujourd'hui, Éric Zemmour est un influenceur, par exemple. Et Éric Zemmour est tout à fait normal, il ne s'est pas refait faire le corps pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, il y a tout ce champ de possibilités qu'on doit pouvoir conquérir. Et je terminerai par là. La Guadeloupe doit pouvoir avoir une vision, on doit pouvoir avoir une vision panoramique de notre île. Je prends l'exemple de cette crevette qui existe aujourd'hui en Guadeloupe, dans l'eau à côté de vous. Si vous allez faire une plongée, vous la verrez. Elle est étudiée en tant qu'arme, en tant que missile, pour sa vision et pour sa force. Entre parenthèses, sa force, si on avait la même force que cette crevette, on pourrait envoyer une balle de tennis sur orbite. Et cette crevette est présente aujourd'hui à côté de nous. Et elle n'est pas étudiée par personne, sauf à l'étranger. Ensuite, les algues. Les algues aussi sont un point économique très important, notamment dans les pays asiatiques. Et nous, grâce à notre température ambiante et la température de notre eau, on peut avoir des algues marines, mais aussi des algues non salées, c'est-à-dire des algues dans les rivières ou dans des lacs. Ça là est aussi un poste économique. Vous voyez cette sèche, pardon, est aussi étudiée par Samsung pour pouvoir améliorer la qualité de ses écrans télé. Elle est très comestible, mangée notamment en Asie. Et elle sert aussi de camouflage. Enfin, les militaires l'utilisent ou sont en train de faire des expérimentations pour pouvoir mettre en place son camouflage. Donc, si demain on veut créer une armée, il suffit simplement qu'on aille dans l'eau et qu'on utilise tout simplement les sèches qui sont dans l'eau pour pouvoir créer notre armée, entre parenthèses. L'exemple le plus probant et le plus parlant des possibilités gâchées que nous avons sur notre île, c'est ce coquillage. Ce coquillage, aujourd'hui, détient une toxine qui est hautement demandée dans le monde. Cette toxine, aujourd'hui, qui est hautement demandée dans le monde, j'ai fait une capture d'écran de Smart, je ne sais pas si vous voyez bien, est à 550 euros. Donc, si moi, demain, je vends 1 kg, soit 10 puissance 6 de 550 euros, j'ai un demi-million entre les mains. Donc, encore une fois, nous devons aller juste regarder dans l'eau, aller regarder juste dans l'eau et nous pouvons pouvoir avoir un poste économique intéressant. Et vous savez, le pire dans l'affaire, ces coquillages sont vendus 3,50 € en tant que souvenir partout dans le monde, alors que c'est un poste économique pour les pays des îles ou les personnes qui vivent sous les îles. Je prends l'exemple aussi de l'espace. Lorsque je dis qu'il faut souvent lever la tête pour voir le pays, toute grande civilisation se construit par rapport à son espace. Bagdad, l'Égypte antique, les Mayas, les Aztèques, l'Europe, la guerre nucléaire ou la guerre de l'espace. Je ne vais pas revenir dessus. Toute civilisation s'est construite sur son espace. Aujourd'hui, la position notamment de la Guadeloupe et de la Guyane fait que nous sommes près de l'équateur. Et avec l'effet de fronde, ce qu'on appelle l'effet de fronde, nous avons une possibilité d'envoyer des fusées en orbite de façon plus rapide et plus économique par rapport à quelqu'un qui est situé autre part dans le monde. Donc, même au niveau de l'espace, nous pouvons conquérir l'espace. En conclusion, et c'est une évolution qu'il faut bien comprendre, nous devons, c'est une métaphore hein, bien sûr, nous devons passer de cette civette à ce parfum Chanel. Chanel aujourd'hui a mis en place le parfum numéro 5 de Chanel, mais ça a été mis en place ou inspiré par une civette. Cette civette aujourd'hui, cette civette qui, lorsqu'elle lâche des excréments, pue, mais ça, voilà, c'est très fort, ça pue, tout simplement.
Et Chanel s'est inspiré de la puanteur de cette civette pour pouvoir donner Chanel numéro 5. Donc, nous aussi, partons de nos problématiques pour pouvoir trouver des solutions. Et pour moi, le déclencheur, et je terminerai par là, le déclencheur pour moi de ce qui doit être dit et de ce qui doit être fait aujourd'hui passe notamment par la géothermie. Et la géothermie, pourquoi? Et je laisserai M. Bourré après continuer. En matière d'économie, votre facture elle sera divisée par 2, voire par 3. On pourra créer notre propre crypto-monnaie. On pourra avoir nos propres data centers et serveurs. Ça veut dire qu'on pourrait être la Silicon Valley du monde. On pourrait aussi passer à l'industrialisation de notre île. Donc, la géothermie aujourd'hui doit être et est, pour moi, le déclencheur que nous voulons mettre en place pour pouvoir réussir. Et pour pouvoir le faire, moi, ma proposition, et c'est la dernière chose que j'ai à dire, c'est que l'on crée un fonds d'investissement guadeloupéen où on investit pour pouvoir créer notre propre centrale géothermique qui nous servirait justement d'atout dans ce monde. Parce qu'encore une fois, la jeunesse nous regarde, la jeunesse veut passer à l'action, mais il faut aussi qu'on ait les capacités économiques et financières de le faire, parce que la mutation, le bouleversement que l'on connaît soi-disant dans le reste du monde, nous, on ne l'a pas subi, on est carrément en retard. Donc, c'est le moment de passer à l'action. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci, Mme B. Super. Merci. Très enrichissant. Très intéressant. Très intéressant, merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les interventions, notamment celle de M. Bougré, va nous exposer non seulement la faisabilité du projet géothermie et le projet hydrogène, puisqu'il faut savoir que ce sont technologiquement des projets qui sont dans un cadre technologique précis, donc ce qui fait que la démarche, elle est maîtrisée. Et la deuxième chose, c'est comment le fait de se déployer au niveau de ces deux territoires technologiques, cela nous permettrait de pouvoir tout simplement relancer une plateforme d'activité économique au niveau de la Guadeloupe, de lancer une vraie dynamique transgénérationnelle autour de cela, puisque les retours sur investissement serviront à d'autres secteurs d'activité, et comment la jeunesse guadeloupéenne peut être déployée à travers le monde, puisque le monde est demandeur de cette technologie. N'oubliez pas que, regardez les informations aujourd'hui, le monde est en train de retourner au charbon. Alors, c'est un paradoxe. Pourquoi c'est un paradoxe? C'est un paradoxe parce qu'on est à la COP 26. Vous savez qu'à la COP 21 qui s'est déroulée en 2015, l'enseignement qu'on avait tiré, c'est que la production du charbon, l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité, c'est fondamentalement nocif pour l'environnement. Et là, depuis que nous sommes en situation, on ne peut pas parler de post-Covid, mais quelque part, ça y ressemble au niveau de la reprise économique, on a un regain du charbon. En Inde, c'est plus de 67% de la production d'énergie. En Chine, c'est plus de 65%. En Italie, en Allemagne, on a ce retour au charbon. On voit bien quelque part que de la production de l'énergie, lorsqu'on veut se développer, comme l'abordait Mayembe, c'est quelque chose d'important. Sauf que nous avons des atouts qui rentrent dans la production d'énergie verte. Nous avons des compétences qui rentrent dans le cadre de la production d'énergie verte. Et ce sont ces compétences-là que nous voulons étendre aussi à travers un centre de formation spécialisé qui nous permettrait non seulement d'avoir des techniciens ingénieurs guadeloupéens en Guadeloupe, mais d'en avoir aussi à travers le monde, parce que le monde est demandeur de cette technologie et il faut pouvoir la maîtriser pour la déployer. Alors, mon très cher Gérald Bougré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple? Il faut savoir que là, on a franchi la barre des 480 personnes, donc on est relativement nombreux, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui au niveau donc, du déploiement du projet géothermie et hydrogène en partant dans un premier temps de Bouillante? Ok. Alors, bien évidemment, je remercie tout le monde, puisqu'effectivement, on a dépassé à un certain moment les 500 personnes qui écoutent et qui, comment dirais-je, qui donc
contribuer à apporter, à faire avancer, je dirais, les choses par rapport à ces éléments-là. Alors déjà, je vais apporter une complétude d'informations. La première des choses, c'est que les 15 ans de recherche et développement appliqué, voire 20 ans, ici en Guadeloupe, je fais des allers-retours, aujourd'hui, la Guadeloupe, dans notre vision, okay, dans ce qu'on a pu en tirer, et par rapport à ce qui existe déjà, parce que je tiens à le rappeler, nous avons fait tout le travail qui va bien pour permettre de faire en sorte que les technologies qu'on propose puissent permettre d'injecter sur le réseau de l'électricité pour un marché qui est celui de l'énergie, okay, et pour un client qui s'appelle EDF, parce que la législation veut que, je dis ça pourquoi, parce que c'est hyper important que vous sachiez ça, c'est pas quelque chose qui va peut-être, c'est quelque chose qui existe déjà, pour lesquels nous avons les éléments concrets venant du gestionnaire du réseau permettant de... et ce positionnement au niveau énergétique par rapport à la Guadeloupe se ferait sur 2 axes, même 3. On a calculé pour cela, par rapport aux recherches qui ont été faites, au niveau de ce qu'on appelle des pôles structurants de coopération économique, sociaux, solidaires, durables, zéro chômeur. J'en profite pour rappeler cela. Une entreprise, c'est d'abord un marché, plusieurs types de personnes dans ce marché, et une ou plusieurs demandes solvables. Donc, ça, ce sont les bases. Aujourd'hui, donc, après ce travail-là, on a prévu d'avoir, et c'est calé comme cela, de la géothermie haute enthalpie dans le sud-Bastère. Et j'en profite pour refaire comment dirais-je, apporter des informations complémentaires à ce qu'on avait déjà dit avec le Motunde et avec sur Canal 10. C'est que, par exemple, on a, même au niveau de la géothermie, il y a des technologies qui permettent d'accélérer, d'approfondir, d'optimiser la ressource en question. Pour le Sud-Bastère, ça a été confirmé par une thèse qu'a réalisée une scientifique, donc ce n'est pas Gérald Bougré qui parle de ça, il y a une scientifique qui s'appelle Favier, Dominique Favier, si je me souviens son nom, qui a réalisé une thèse qui dit que le potentiel géothermie de la Guadeloupe, donc de la chaleur dans le sous-sol permettant de produire de l'électricité, est beaucoup, beaucoup plus prometteur qu'on ne l'a cru au départ. Première des choses. Deuxième des choses, je rappelle aussi, pendant que les personnes sont là, il faut le dire aux jeunes, que la géothermie est une ressource qui existe pour la Guadeloupe depuis 1962. C'est-à-dire que nos parents et nos grands-parents ont financé la phase expérimentale et les premiers pas dans l'industrialisation de l'unité industrielle qui existe encore aujourd'hui et qui rapporte, écoutez bien ce que je veux dire, je le répète encore une fois, parce que j'ai déjà dit sur Canal 10, au moins 7 millions d'euros par an de bénéfices depuis que Orma Technologies a récupéré, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi fait des recherches pour pouvoir, en tenant compte des problématiques du réseau électrique. Parce que les gens, ils parlent du réseau électrique, ils parlent du soleil, ils parlent de la mer. J'en profite pour faire une forme de pédagogie à l'occasion de cette émission. C'est que le réseau électrique ne fonctionne pas comme on le croit, parce qu'on appuie sur un bouton à l'intérieur d'une maison. Ça a besoin, sans entrer dans les détails techniques, qu'il y ait un équilibre permanent entre ce qu'on produit et ce qui est consommé. Si jamais il y a une variation de tension de quelque chose, ça peut créer des problèmes pas possibles. Et malheureusement, le solaire photovoltaïque et l'éolien, je le répète encore une fois, à une certaine puissance, ne sont pas capables de faire ce que fait d'autres énergies renouvelables qui sont dites non intermittentes. Géothermie, permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous envoyez votre puissance, il n'y a pas de souci. Le solaire photovoltaïque, vous n'avez pas de soleil la nuit, vous n'avez pas de truc, même si vous mettez du stockage, là, une certaine puissance, ça cause des problèmes au fonctionnement et à l'intégrité du réseau électrique. Deuxième élément important que la Guadeloupe possède en termes de richesse concrète, réelle, etc., c'est ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage d'eau de mer. C'est de l'hydraulique améliorée qui existe. Vous savez, l'hydraulique, c'est l'expression de l'hydraulique pour l'électricité, ça remonte à Mathusalem. Et bien moi, je me suis retrouvé dans une dynamique qu'on avait, bon, je ne vais pas revenir dessus, proposer des choses à la Désirade en 2007, pour mettre en place ce système. C'est quoi? C'est tout simple.
C'est un système qui vous permet de pomper de l'eau de mer, de le mettre dans un bac de rétention à plus de 50 voire, et quelques mètres. Et vous avez un dispositif qui permet de faire en sorte que l'eau redescend. En redescendant, il va sur une turbine. Et ensuite, on avait l'alternateur pour de l'électricité. Et ce qui est prévu dans notre plan, c'est que... Et donc, ce sont des sources non intermittentes. Ce n'est pas comme sur photovoltaïque et l'éolien. Et c'est ce que EDF, le réseau électrique, a besoin, de stabilité. Et ces deux, la biomasse aussi peut le faire, mais je me concentre sur ces deux-là. Ces deux possibilités-là sont reconnues par EDF comme étant capables d'apporter de la valeur ajoutée, l'optimisation et une stabilité pour le réseau électrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est EDF, parce que les études qu'ils ont faites, je les ai. Okay. Voilà. Et donc, la Guadeloupe pourrait, sur ces bases-là, et en tout cas, et penser comme cela, c'est-à-dire qu'on mettrait en place une unité industrielle de production d'électricité à partir de la géothermie. Ça a été vu, calculé, prépositionné, etc., avec maintenant une collectivité, M. Thierry Abelli, qui concrètement est rentré dans la dynamique. Nous sommes en train de rédiger les statuts de la société d'économie mixte locale qui existe, qui va exister, Cassewiz, qui est Caribbean World Energy Économie sociale et solidaire. C'est du concret, c'est là. Nous sommes en train de le faire avec la Fédération des EPL de France qui sont spécialisés là-dedans, dans lequel le capital de la société, la ville de Bouillante est intégrée, la communauté d'agglomération de la ville de Bouillante est dans la dynamique. Donc, premier positionnement et réaliste, c'est celui-là. La deuxième qui est aussi, intéressante, c'est que, dans le Nord Grande-Terre, comme c'était prévu, il y a une étude d'EDF qui avait été faite, on a la possibilité, c'était un projet qui s'appelait SEPMERI, SEPMERI, que j'ai récupéré, et qui va permettre, là encore, d'avoir une production d'électricité stable, et qui va permettre, là encore, pareil, de produire de l'hydrogène à partir d'une source fiable, qui va permettre de faire en sorte que, là encore, le réseau électrique puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est effectif, c'est réel, c'est concret. Je ne peux pas vous dire plus. Là, tout ça, ce travail-là a été fait pour préparer tout cela au niveau du gestionnaire de réseau, parce que pour que vous puissiez vendre l'électricité à EDF et pouvoir bénéficier du retour sur investissement, il faut que vous ayez fait les travaux qui vont bien avec les polytechniciens d'EDF, je trouve, à la Défense, ce que j'ai fait pendant 4-5 ans, à raison de 7 réunions par an. Et actuellement, nous disposons, je peux le faire voir à tout le monde si vous voulez, de la lettre d'intérêt du gestionnaire de réseau, parce que si vous n'avez pas l'assentiment du gestionnaire de réseau, vous ne pouvez pas injecter l'électricité sur le réseau, et donc vous ne pouvez pas vendre, et si vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas déployer et développer votre activité, plus ce qu'on prévoit de faire derrière, dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, la Guadeloupe dispose de ces deux possibilités de production d'électricité. Mais ils n'avaient pas racheté la centrale? Non, la centrale, c'est une opportunité supplémentaire. C'est pas les Américains qui avaient racheté la centrale? Non, attendez, non, il y a deux choses. Ne mélangeons pas les choses. Vous avez la première société Géothermie Bouillante qui avait été créée il y a un certain temps, qui a été rachetée par les Américains et pour lequel les Américains possèdent 60%. Il y a 40% qu'on essaye d'ailleurs de récupérer aux mains de l'État français. Mais nous, on avait prévu, en dehors de la société Géothermie Bouillante, de créer notre propre unité industrielle. Et comme je le dis, vous pouvez appeler M. Abelli pour le lui demander, maire de Bouillante, président de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, pour lequel on rédige les statuts aujourd'hui avec la Fédération des établissements publics de France, à la pointe de la Lézard, sur la base des études qui ont été faites par le BRGM à l'époque, une deuxième centrale va être mise en œuvre, pour laquelle on a intégré et fait le travail qui va bien, parce que là aussi, pareil, je sais que ça va être un peu compliqué, mais au niveau législatif aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir la possibilité de vendre de l'électricité à EDF, il faut que, au niveau d'EDF, on ait vérifié que vos technologies tiennent la route, mais qu'en même temps, légalement parlant, depuis 2015, la France a mis en place ce qu'on appelle
les programmations pluriannuelles de l'énergie pour faire en sorte que tous les territoires puissent contribuer à la dynamique de réduction des gaz à effet de serre de la France de manière générale. Et à l'occasion, toutes les forces vives du territoire, comment ça s'appelle, conseil régional, les socioprofessionnels, ça se réunissent avec le gestionnaire de réseau EDF et décident, en fonction des statistiques d'EDF, parce qu'EDF a un historique tel qu'ils savent comment l'électricité a augmenté les dernières années, comment elles vont augmenter dans le présent et surtout comment elles vont demander dans le futur. Okay. Et donc, du coup, on a tout cela pour faire en sorte que on puisse matérialiser cette création d'unités industrielles permettant de... La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est un décret, parce qu'il faut un décret qui va permettre de faire en sorte que valider ça au niveau, je dirais, gouvernemental français. Et dès lors que le décret sort, on a la possibilité de monter tout de suite, avec les autorisations qui vont bien, une unité industrielle et de faire en sorte que la Guadeloupe, s'il y a des collectivités qui sont à l'intérieur du capital, donc ça veut dire que le public guadeloupéen participe donc à l'intérieur de cette dynamique comment dirais-je, au développement de la production qui va bien. Pour le Sud-Bastère, je viens de vous le dire. Pour le Nord-Bastère, le Nord-Grande-Terre, on est en train de discuter avec des personnalités là-bas pour faire la même chose à partir d'une station de transfert d'énergie par pompage. Et au centre de tout cela, nous avons mis, avec la famille Pradel qui se trouve à Goya, la possibilité d'utiliser le solaire photovoltaïque sur un terrain qu'on connaît bien, qu'on avait prévu depuis très longtemps, pour là encore produire de l'électricité et faire en sorte qu'avec cette électricité vendue à EDF, on puisse tirer les retours sur investissement qui vont permettre de faire en sorte qu'une partie de ces retours sur investissement, c'est prévu, va être consacrée à l'aide, au soutien, à la recherche de ce qui permet sur chaque communauté de l'agglomération de pouvoir disposer aussi bien que les jeunes, les moins jeunes, de ce dont ils ont besoin à partir des projets et autres qu'ils auront conçus, qu'ils auraient envie de pouvoir matérialiser, de pouvoir le faire. Parce que malheureusement, vous le constaterez vous-même, il y a de moins en moins de dotations, il y a de moins en moins de possibilités pour les collectivités. Monsieur, comment dirais-je, l'autre intervenant qui doit arriver, M. Chico, va le confirmer, de moins en moins de dotations, et c'est la boucle dans laquelle, heureusement, nous avons anticipé pour pouvoir faire avancer les choses. Les Guadeloupéens, aujourd'hui, peuvent directement mettre en place cela sans qu'il y ait aucune difficulté de quoi que ce soit, parce que tout le travail a déjà été fait. Je tiens à le dire, à le répéter, surtout dans cette période où les gens se disent X, se disent Y, se disent Z, mélangent un peu tout. Donc aujourd'hui, il y a ça qui est disponible pour lequel le travail a été fait. Les jeunes peuvent s'inscrire dans cette dynamique-là. Et bien évidemment, ça c'est le point de départ qui permet de dégager les fonds, les retours sur investissement pour créer le fonds d'investissement dont par exemple Mayembe avait parlé tout à l'heure, pour rentrer dans une dynamique de recherche et développement généralisé au niveau de la Guadeloupe, pour faire en sorte que... Et donc, du coup, vous avez ces axes qui génèrent, et je vous le dis, je vous le répète encore une fois, pour lesquels on a tous les atouts pour bien, des Guadeloupéens qui sont formés. On a un Guadeloupéen, par exemple, ou même plusieurs Guadeloupéens, qui connaissent les turbines et les alternateurs qu'on compte mettre en place. Ils sont déjà formés là-dessus et ils sont prêts là-dessus. Par exemple, si le gouvernement me disait aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à la Guadeloupe, je dis on n'a besoin de rien, sinon vous nous signez le décret qui va bien. Comme d'ailleurs on a commencé en Guyane, puisque le décret de la Guyane est sorti pour la Guyane, et on est en train de mettre en place une centrale de production d'électricité du côté de Bosnie-Mérite-Grande. C'est du concret encore une fois par ailleurs, parce que le décret est sorti et on va pouvoir le faire. Et ce on espère, c'est que, par exemple, au niveau de la Guadeloupe, puisqu'on a rencontré monsieur le président de région avec monsieur Motoundé le 13 juillet dernier, qu'ils comprennent bien qu'on est dans cette dynamique-là. On ne va pas demander de l'argent à quiconque, l'argent à la France, ni quoi que ce soit. On a ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que l'exploitation de ces ressources qui nous sont propres, on puisse le faire de par nous-mêmes, avec nos compétences, nos jeunes qui sont là pour pouvoir le faire. Si on peut revenir par étapes, l'usine de Bouillante, financièrement, ça représente des gains annuels. Est-ce qu'il y a des retombées pour la Guadeloupe? Pour le moment, de ce que nous avons vu, c'est que sur cette usine qui appartient aujourd'hui à un conglomérat
américano-israélien. Il y a chaque année un chiffre d'affaires qui est dégagé, qui est colossal, c'est-à-dire c'est plusieurs millions, mais malheureusement, il n'y a pas de retour sur investissement pour la Guadeloupe à un moment crucial où elle a besoin d'un appel d'air financier pour financer ses projets. Voilà, donc je disais, première question, l'usine qui est à Bouillante réalise un chiffre d'affaires et des bénéfices. Quel est le retour sur investissement pour le Guadeloupéen aujourd'hui? Zéro. Et quel est le montant du chiffre d'affaires de cette usine? Alors, en tout cas, je sais qu'elle fait 7,4 millions de bénéfices en moyenne ces 3 dernières années. Et que, bon, après sans être à plein régime. Sans être à plein régime. Oui, sans être à plein régime, parce qu'effectivement, il y a eu des problèmes de retard à un moment donné. Mais ce qui est surtout important, c'est que suite aux informations que j'avais pu fournir depuis qu'on avait fait une tentative de rachat à Bruxelles directement, à monsieur le maire, le nouveau maire qui est venu après Malo, à monsieur Abelli, il a pu discuter, échanger, et je crois que maintenant, la centrale, la ville de Bouillante peut tirer à peu près entre 100 et 300 000 euros de gains, ou en tout cas de dotation. Oui, mais ce n'est pas rétroactif. C'est aussi ça. Je ne crois pas. On pourra lui demander le cas échéant. Mais à mon avis, vous ne le savez pas, mais vous le saurez bientôt. Déjà dans une dynamique, il y a actuellement à Bouillante, je ne vais pas le nommer pour maintenant, un service qui est développé par des Guadeloupéens, une application qui permet à des Guadeloupéens, à partir d'un téléphone portable, d'avoir ce qu'on appelle le transport à la demande. Ça existe, ça fonctionne. Et ils ont mis ça en place avec du solaire photovoltaïque sur les stations de recharge. Et dès qu'ils ont su que nous aurons la possibilité d'avoir notre propre centrale produisant de l'hydrogène, parce que le rechargement de la station en question, pour recharger un véhicule électrique, ça prend 3 à 4 heures. Avec l'hydrogène, ça prendrait 5 minutes. Et ça veut dire qu'il y a des Guadeloupéens qui ont déjà fait le travail, qui ont déjà mis en place une application et qui attendent qu'on produise l'hydrogène en question pour pouvoir faire en sorte que les bornes de recharge puissent être justement rechargées à partir de l'hydrogène et qu'à partir de là, à partir de ce pilote qui existe, on puisse déployer, on a un partenariat avec eux pour cela, sur toute la zone du sud Basse-Terre, les stations de recharge, les voitures électriques qui vont bien, et avec une application qui fonctionne déjà, qui permet de faire en sorte que tous les problèmes qu'on connaît de transport, etc., seront résolus. Il y a aussi un autre Guadeloupéen qui a mis au point un système touristique, une espèce de package touristique, comment ça s'appelle, un touriste, quand il a besoin d'aller en Guadeloupe, il achète tout d'un seul coup. Hébergement, transport, X ou Y, etc. Et cette entreprise-là, qui existe déjà, qui fonctionne aussi déjà, va mettre en place des bus à l'hydrogène. Et quand il a su qu'on allait donc avoir une autorité industrielle qui sera fonctionnelle, est déjà partenaire pour pouvoir acheter les bus à hydrogène, mettre en place le dispositif qui va bien pour faire en sorte que... Donc, ça veut dire qu'en même temps qu'on faisait ce travail et en même temps qu'on est arrivé à ces conclusions et qu'on a cette opportunité de créer une unité industrielle, eh bien, on a des applications qui existent déjà, pour lesquelles les partenariats sont déjà prêts, pour faire en sorte que la ville de Bouillante, la communauté d'agglomération du Sud Caraïbe, des investisseurs privés guadeloupéens, des développeurs guadeloupéens travaillent à faire en sorte que, sans demander quoi que ce soit, à personne, ni à la France, ni X, ni Y, ni Z. Donc le modèle existe déjà. Voilà. La deuxième chose qui est importante à bien expliquer, c'est que dans les démarches vis-à-vis de nos collectivités territoriales, ou même vis-à-vis de la France ou de l'Europe, il n'y a pas de demande d'argent. C'est-à-dire qu'on demande de l'argent à quiconque pour financer cette usine. Alors, je réponds à une question d'une dame qui demande d'où vient l'hydrogène. Et merci de me donner cette perche. Et c'est là que la Guadeloupe, dans son intelligence collective et autres, est magnifique. C'est que nous allons pouvoir produire de l'hydrogène à partir de l'électricité qui provient de la géothermie produite du Sud Basse-Terre, du solaire photovoltaïque dans le centre à Guayave et de la station de transfert d'énergie de pompage dans le Nord Grande-Terre. Et nous serions, en tout cas pour la géothermie et les steppes dans le Nord Grande-Terre, parmi les premiers au monde, peut-être le deuxième après l'Islande,
pour la géothermie et les premiers au monde au niveau de la STEP qui sera montée, qui est en train d'être négociée de la construction sur le Nord-Grande-Terre. Et du fait qu'on utilise la géothermie dernière génération, qui a évolué, on va avoir un prix de l'électricité qui sera extrêmement compétitif, extrêmement bas. Et comme le prix de vente du kilo d'hydrogène est constitué, bon, c'est un peu technique, hein, je suis désolé, à 60-65%, voire plus, du prix de l'électricité, nous aurions donc un kilo d'hydrogène produit en Guadeloupe qui serait parmi les meilleurs au monde. Et de plus, de l'hydrogène totalement vert. Parce que l'hydrogène provenant du solaire photovoltaïque et d'éolien, l'électricité provenant est dit un hydrogène gris. Le seul qui serait totalement vert, c'est celui qui proviendrait de notre géothermie de par ailleurs. Et là où les choses prennent encore une certaine tournure, donc j'ai expliqué les tenants aboutissants concrets, réels qui existent. Hein. Je vous dis encore une fois, vous pouvez appeler Thierry Abelli, vous pouvez appeler l'agglomération, vous verrez ce qu'on dit est tout à fait vrai. Okay. Et la dimension qu'on a, comment dirais-je, allant vers la population de manière encore plus large, même si la communauté d'agglomération et la mairie représente déjà une partie de la population, on a prévu de faire comme en France hexagonale. Vous tapez énergie partagée sur n'importe quel navigateur, vous allez voir que pratiquement tous les citoyens français sont entrés dans une dynamique, bien évidemment, sur chacun en fonction de leur territoire, de mise en place de sociétés coopératives d'intérêt collectif, okay, et qui se mettent ensemble entre les privés ou les techniciens et autres qui sont dans le truc, et comment ça s'appelle, et le public. Donc, du coup, et ça existe déjà, ça fonctionne ça. Et on a prévu, le moment venu, à ce qu'il y ait plusieurs sociétés coopératives d'intérêt collectif qui soient montées sur le territoire, okay, qui intègrent un maximum, sinon la totalité des jeunes, des moins jeunes, des Guadeloupéens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et autres, les former à la dynamique de gestion d'une structure coopérative. Et les coopératives, je vous le signale, existent depuis très, très, très longtemps dans d'autres domaines et fonctionnent et s'en sortent très bien, okay, pour faire en sorte que. Okay. Donc, la dynamique permettant d'intégrer les jeunes, parce qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, sur quelle base ils vont faire, etc. Déjà, première des choses, la source permettant de créer, de faire et d'exécuter, d'avancer, c'est nous qui la maîtriserions, puisque nous gagnerons notre propre chiffre d'affaires, nous aurons notre propre bénéfice. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, comment ça s'appelle, de la partie financière, pour faire simple, une centrale de 100 MW rapporte 100 millions d'euros de bénéfices nets par an. Je répète, et ça, c'est basé sur les éléments. C'est important que tout le monde ait cette notion-là. Une centrale de 100 MW rapporte 100 millions par an. Déjà. Et donc, en plus, en évoluant vers l'hydrogène, ça démultiplie. On ne compte même pas l'hydrogène. Il y a une chose qui est récurrente, c'est faut-il demander à l'État français l'autorisation pour construire notre usine? Est-ce qu'on a déjà des accords pour pouvoir faire cette usine? Est-ce qu'on a besoin de l'argent de l'État français pour faire cette usine? Techniquement, non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un misunderstanding à ce niveau-là. Il faut clarifier les choses. Alors, malheureusement pour la Terre, on est rentré dans une dynamique où les gaz à effet de serre génèrent tout ce que tout le monde connaît sur la planète. Mais l'ONU a pris des dispositions depuis 1987, c'est la définition même du développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et depuis ces années-là, on a mis en place tout un dispositif, notamment passant par les COP, pour faire en sorte que les problèmes qui génèrent les gaz à effet de serre et qui génèrent de manière plus générale des problèmes aux humains sur Terre soient résolus. Et il se trouve qu'en 2009, sur cette partie de gaz à effet de serre, à la conférence de Copenhague, ils ont mis en place ce qu'on appelle la finance durable. Okay. Et cette finance durable, aujourd'hui, elle totalise 36 000 fonds d'investissement et quelque chose comme 50 ou 100 000 milliards de dollars de flux financiers qui devraient se mettre en place pour aider les 195 pays qui ont signé les accords de Paris à mettre en place des programmes d'action, d'adaptation
et d'atténuation au changement climatique de par ailleurs. C'est sur ces bases-là. Et la Guadeloupe a les outils, les solutions qui, parmi les 17 objectifs de développement durable conçus par l'ONU, ben, la partie, il y a l'eau, il y a l'énergie, etc. etc. Ben, la partie énergie, ben, il se trouve qu'on a les éléments qui nous permettent de l'exploiter. Et dès lors que, et c'est là aussi que les collectivités ont du mal à comprendre, surtout là, enfin, certaines personnes, je ne sais pas comment ils se passent, dès lors que vous avez les, comment dirais-je, les éléments de votre, du gestionnaire de réseau, que vous avez un projet bien ficelé, ce qu'on a vérifié par EDF, etc., vous avez sur les marchés financiers et vous levez les fonds que vous voulez pour pouvoir faire en sorte que… Il y a des sociétés spécialisées qui vous aident à faire ça, à lever les fonds qui vont bien, parce que comme vous avez un contrat avec EDF sur 15-20 ans, et comme vous êtes dans la dynamique des fonds verts, des fonds durables, etc., on vous donne 200, 300, 400, 500, on vous prête 200, 300, 400, 500 millions d'euros pour faire, parce que vous contribuez, vous êtes dans la dynamique de ce qu'ils attendent pour pouvoir faire les choses. Et EDF fait ça, Engie fait ça, comment ça s'appelle ça? Eh bien, nous, on a dit au conseil régional, quand on a rencontré, après avoir vu M. Scrius, qu'il y avait la possibilité de faire ça, on attend toujours les retours. Pas pour demander de l'argent à la région, juste pour dire que vous vous inscrivez dans cette dynamique-là et vous aurez une chance de pouvoir disposer de fonds supplémentaires par rapport au retour sur investissement permettant d'aider la Guadeloupe ou les jeunes Guadeloupéens à sortir encore plus rapidement de l'endroit. Parce que vous pourrez faire tous les calculs qu'on pourra faire, on pourra trouver tout ce qu'on… Si on n'a pas, au bout du compte, les business plans qui vont bien, les projets qui vont bien, parce que je le répète, je sais qu'il y en a qui disent oui, on a fait des stades, on a fait des routes, on a fait des qui ceci, qui cela. Non, on a 40% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils ne demandent pas des routes, ils ne demandent pas des… Ils demandent à ce qu'ils puissent manger à leur faim dans les meilleures conditions possibles. Et on a les moyens de le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de la France pour gérer nos problèmes socio-économiques à la base avec les éléments dont je viens de vous parler. Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça existe, ça fonctionne comme ça. Il suffit juste de s'organiser, de se structurer. Les outils existent. Je vais vous prendre un exemple encore bien précis. Il y a une commune en France, dont j'oublie le nom, qui voulait faire en sorte que ses concitoyens se portent mieux. Ils ont inventé le minimum social garanti. Je peux vous envoyer les éléments, ils ont inventé le minimum social garanti. Comment pensez-vous qu'ils financent le minimum social garanti? Eh bien, avec les énergies renouvelables positionnées sur les bases que je viens de vous dire. Et la commune existe, fonctionne et s'en sort très bien. Totalement. Donc, si on généralise, on analyse, on objective nos situations, on a largement de quoi analyser, voir comment ça se passe pour les jeunes dans telle ou telle commune, les regrouper, et faire en sorte, comme je dis, objectiver et faire ressortir ce qui pourrait être intéressant à exploiter par rapport à ce marché de l'énergie et le retour sur investissement pour rien. Et il y a de très bonnes chances pour qu'on arrive à faire en sorte que les choses se passent mieux pour tout le monde, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à la France. Je dis bien côté socio-économique et autres. Voilà. Alors, avant-dernier point, parlons de retour sur investissement. On a la première usine, on a l'usine qui fabrique l'hydrogène, on a la plateforme photovoltaïque, on a la plateforme de le Nord Grande Terre, qui permet de faire l'électricité à partir donc, des fonds sous-marins. Sur le plan financier, ça rapporte à la Guadeloupe combien? Est-ce qu'on peut faire déjà un estimatif en termes de centaines de millions? Normalement, si tout se passe bien sur la base de 100 mégawatts à peu près à tous les niveaux, ça devrait faire entre 300 et 500 millions d'euros de bénéfices par… Et ça, sans revendre notre électricité aux pays de la Caraïbe, sans servir de relais en termes de compétences technologiques à des pays voisins, je pense à l'Amérique du Sud, et hors hydrogène. Et sans fonder des usines clés en main pour des pays qui nous solliciteraient pour pouvoir disposer de leur usine de géothermie. On pourrait avoir, je rappelle qu'il y a des Guadeloupéens qui construisent des usines de ce type-là à travers le monde. Tout à fait. Que nous avons rencontrés et qui nous ont dit, mais dès que vous êtes prêts à concevoir une usine, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, comme c'est moi qui construis de toute façon les usines, vous venez me voir, vous m'appelez et on va installer l'usine dans le pays. Donc tout ça contribuait à changer la donne financière-économique de la Guadeloupe. Voilà. On a donc un potentiel qui est relativement important sur lequel
c'est important que la population soit informée de l'existence de ce potentiel. Voilà, tout à fait. Et que personne ne l'empêche d'y accéder. Tout a été fait pour qu'elle puisse y accéder. Il y a le problème de la péréquation tarifaire qu'il faut régler. Justement. Alors, il y a des gens qui posent la question de l'indépendance énergétique, l'indépendance tout court. Alors, là, ça va être clair, net, précis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Comment dirais-je, en France, il y a une loi qui a été votée à une époque, en sortant de la Seconde Guerre mondiale en 1946, puisqu'il fallait quand même, les choses se passent d'une certaine manière, les communes ont concédé au fait qu'il fallait qu'il y ait une structure nationale qui gère l'électricité, etc. Et c'est EDF. Et il y a ce qu'on appelle le code de l'énergie. Et ce code de l'énergie, il dit que EDF a la sécurité d'approvisionnement pour toute la France. Je vous répète, sans rentrer dans trop de points techniques, qu'un réseau électrique, ça a besoin en permanence que l'offre et la demande soient en permanence. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'un côté, trop de l'autre. Je simplifie. Hein. Okay. Et le problème avec les énergies renouvelables, même en ayant du stockage à une certaine puissance d'injection, ça cause des problèmes, même en ayant du stockage. Et du coup, l'État français, ils ont suivi ce que les politiques ont dit, ils ont mis des énergies renouvelables un peu partout, d'éolien sur la photovoltaïque et autres. Et je ne vous dis pas, je ne vous sortirai même pas les études pour les éoliens. L'éolienne, c'est une catastrophe à un certain niveau. Je ne parle pas des petites éoliennes, c'est une catastrophe. Il faut que vous le sachiez. Et en plus, pour garantir l'équilibre du réseau et qu'il n'y ait pas des problèmes d'approvisionnement et des difficultés techniques sur le réseau qui pourraient entraîner des dégâts sur les maisons, des dégâts sur les matériels électriques, il y a un article qui est l'article 149-1 du Code de l'énergie. Et ce Code de l'énergie donne la possibilité à EDF que lorsque sur le réseau électrique qui fonctionne de manière globale, par ailleurs, le gestionnaire de réseau peut déconnecter les énergies qui causent problème au réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça me permet de vous faire part d'une aberration. Tout le monde dit, oui, on veut atteindre 100% d'énergie renouvelable, 100%. Dans l'état actuel de la loi et de la technique, c'est impossible. Je vous explique pourquoi. Parce que justement, pour pouvoir garantir l'intégrité du réseau électrique dans une zone non interconnectée, parce qu'on n'est pas connecté à d'autres qui peuvent faire appel à des interconnexions au moment où ils auraient des problèmes, on n'a pas ça, eh bien, dès que vous atteignez 35% d'énergie renouvelable intégrée sur le réseau simultanément, EDF, par sécurité, vous déconnecte. Donc, tant qu'on n'aura pas enlevé ou trouvé le moyen de pallier à ces problématiques que génèrent les énergies renouvelables de par ailleurs, EDF ne fera pas ce pas-là, parce que ça veut dire qu'il mettrait en danger le réseau électrique et ça veut dire qu'il serait tenu responsable parce qu'il y aurait des problèmes des matériels seraient brûlés ou des trucs, des maisons pourraient être brûlées, etc., en bout de course par rapport à un réseau. Okay. Donc, il y a ce premier problème-là. Donc, quand on vous dit, on vous parle on va atteindre des et par rapport à cette loi pour sécuriser justement la fourniture et la sécurité d'approvisionnement. Ensuite, ça c'est le premier point. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais il faut qu'entre-temps, la technique ait évolué de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque à avoir 100% d'énergie renouvelable qui produisent en permanence l'électricité en fonction des besoins. Deuxième élément, c'est que ce que beaucoup de gens, j'avais l'occasion de le dire sur Canal 10, ne le savent pas, c'est que grâce au nucléaire, en France, le prix du mégawattheure produit, le prix de revient du mégawattheure est de l'ordre de 55 €. Malheureusement pour nous, comme on n'a plus pratiquement 80% d'énergie qui proviennent du fossile, donc du pétrole et autres, dépendant des fluctuations des prix du pétrole et d'un certain nombre de paramètres autres, on arrive à avoir le prix, écoutez bien, hein, le prix du mégawattheure aux alentours de 55 € le mégawattheure pour le nucléaire. Pour nous, zone non interconnectée, c'est 250 €, voire plus. Et l'État a mis en place, parce que pour l'égalité de tout le monde, etc., un dispositif
qu'on appelle la CSPE, la contribution sociale pour l'électricité, que tout le monde paye en partie sur sa facture, et que ce qui permet d'avoir, si vous voulez, que tout le monde aussi finisse par avoir le même prix du kilowattheure, même s'il y a un différentiel notoire au niveau du prix de revient pour produire cette électricité. Et le président de la République française, quand il est arrivé en 2017, l'une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle une revue des dépenses, pour savoir qui dépense quoi, etc. Et il a été pointé sur ce mécanisme, ce dispositif de péréquation tarifaire. Et il a dit, et c'est écrit, c'est le rapport 2017 M015, qui dit que le dispositif de CSPE, contribution sociale pour l'électricité, il est déficitaire, il génère des surcoûts, les surcoûts sont explosifs, et de surcroît, ces surcoûts vont aller gréver le budget général de l'État. J'ai déjà dit et j'ai déjà répété des dizaines et des centaines de fois aux élus et autres de leur dire, demander à ce qu'on constitutionnalise la péréquation tarifaire le temps qu'on arrive à maîtriser les énergies renouvelables pour qu'on puisse donner à 100% d'énergie renouvelable. Parce que si entre-temps, ils font sauter la péréquation tarifaire, les factures des personnes, Guyane, Martinique, etc., zones non interconnectées, seraient multipliées par 5. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part, on a été voir Mme Bénin qui a essayé de faire quelque chose, le gouvernement avait dit oui, ils ne toucheront pas à la péréquation tarifaire. Moi, je dis que c'est quelque chose qu'il faut constitutionnaliser pour éviter qu'à l'occasion d'un changement de majorité ou autre, on se retrouve avec quelqu'un qui dit bon, ben, les zones non interconnectées là, la Guadeloupe, la Martinique, etc., on en a marre, on va leur apprendre le b.a.-ba. Et bien, si jamais ils font ça, ils font sauter la péréquation tarifaire, on aurait tout de suite les factures multipliées par 5. Donc, il y a un travail de fond à faire pour qu'on arrive à avoir au plus vite notre production d'électricité qui provient des énergies renouvelables non intermittentes. C'est pour ça que je parle de stations de transfert d'énergie de pompage et la géothermie, pour qu'on puisse avoir 100% de notre énergie provenant des énergies renouvelables en toute sécurité, et que du coup, si vous avez votre énergie qui fonctionne sur ces bases-là, ben vous avez quand même moins de risques qu'on puisse vous dire on va vous arrêter ci, on va vous arrêter ça, etc. Il faut que la Guadeloupe soit informée de cela, informée qu'il y a des moyens, informée qu'il y a des possibilités mais qu'il y a des bases sur lesquelles il ne faut pas se tromper de combat. L'indépendance, l'autonomie, etc. Oui, pourquoi pas. De toute manière, un enfant, quand il a un certain âge, automatiquement, il cherche à avoir ses possibilités d'indépendance, d'autonomie, mais il faut la construire et la préparer. Et surtout, prévoir à ce que les parties comme la formation, l'éducation, la justice, les 40% de vie chère, tout ça, aujourd'hui, vous êtes autonome, il faut les financer, ça. On va faire comment ? Et donc, il faut construire ça, le préparer, faire en sorte que, le moment venu, y aller. Mais du jour au lendemain, comme ça, parler d'indépendance et d'autonomie, il y a des problèmes qu'il faut savoir résoudre. Et pour finir, je voudrais rajouter le fait qu'en plus de tout cela, j'ai intégré 2 grands projets majeurs qui permettraient là encore de donner encore plus de possibilités de travail à nos jeunes. Avec Victor Jean-Noël et Jacques Sivilius, pour Victor Jean-Noël, nous avons prévu de mettre en place des courses de voile qui partiraient, on referait les infrastructures portuaires de Port-Louis par ailleurs pour faire une course à la voile une première année qui partirait de Port-Louis, qui ferait le tour des Caraïbes et qui reviendrait à Port-Louis la première année. Refaire les infrastructures et tout ce qu'il faut autour de ça, ça demande énormément de travaux et ça demanderait énormément de possibilités financières pour le faire. On aurait la capacité de le faire avec les informations que je viens de vous parler. On fait la même chose au niveau d'Anse-Bertrand. On refait les infrastructures portuaires d'Anse-Bertrand. On met en place une course qui va d'Anse-Bertrand au Ghana, aller-retour, pareil. Donc, et l'Afrique, vous savez quelle ouverture ça peut apporter, sous quelle base, dans quelles conditions les choses peuvent avancer. Et troisième chose, on ferait aussi au niveau du moule, préparer ce qu'on pourrait appeler à l'instar du Vendée Globe, par ailleurs, un Guadeloupe Globe. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans ce genre de projet, la plupart du temps, tout se fait à partir de la France, tout se prépare à partir de la France, etc. Et la Guadeloupe n'a qu'une petite partie des flux financiers qui circulent là-dessus. Donc, ça pourrait entraîner la création d'emplois dans tous les sens possibles et imaginables. Et surtout, les flux financiers qui résulteraient de ces courses pourrait faire en sorte que... C'est le fait de disposer d'un fonds d'investissement pour exploiter, par exemple,
les côtes. Comment ça se fait qu'on n'a pas un réseau de bateaux-bus qui permettrait de quitter Basse-Terre, d'aller à Pointe-à-Pitre ou d'aller à Jarry ou même à Saint-François en ligne droite sans avoir à encombrer le réseau routier? Surtout si on va juste voir de la famille et qu'on doit revenir après. Ce sont quand même des choses, je dirais, complètement basiques à mettre sur pied, d'autant plus que je disais à certains responsables qu'il y a des compagnies qui faisaient faillite et qui revendaient la totalité de leurs bateaux. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir sur certains lieux dans certains pays carrément une flotte de bateaux à bas prix et des bateaux relativement intéressants à exploiter. Sur le plan du réseau routier, la construction des routes et l'amélioration des routes rentrent en concurrence avec la réalisation d'infrastructures telles que des lycées professionnels, des collèges, des restaurations, des systèmes de restauration pour les jeunes générations qui sont en cours. Il faut concevoir aussi des infrastructures qui respectent mieux l'environnement pour ne pas utiliser des climatiseurs dans les salles. Donc, il y a toute cette logistique-là qui fait que le peu de fonds dont dispose la collectivité, il faudrait l'affecter à 1000 bataillons. Oui. L'enjeu de ce fonds d'investissement, c'est de pouvoir se consacrer à 1, 2, 3 secteurs infrastructurels et qui permettrait, en rebondissant, parce que la priorité, c'est de donner du travail aux entrepreneurs locaux, de ne travailler qu'avec les entrepreneurs locaux, un peu aussi sur le modèle du chèque local, où le chèque ne serait revalorisé qu'auprès des fabricants locaux et des commerçants locaux vendant des produits locaux. C'est-à-dire, on met à disposition de la personne un chéquier pour n'aller acheter que dans un réseau précis, identifié, de manière à faire en sorte que ce réseau, eh bien, on puisse rétablir un véritable territoire de concurrence aussi, lui permettant de se développer, puisque les gens disposent de chéquiers, de chèques, leur permettant de valoriser donc leurs achats sur un réseau identifié, faisant avancer la production et les savoir-faire de la Guadeloupe. À diverses occasions ces dernières années, j'ai dit et j'ai répété à tout ce qui de personnes vraiment parler par politique, machin, etc. Si un pays ne dispose pas de possibilité d'augmenter son PIB et n'est pas capable de s'occuper des familles les plus pauvres, les plus démunies, on ne peut pas se développer dans ces conditions-là sur une île. Parce qu'en même temps que ce fonds d'investissement abondé sur les bases financières dont je viens de parler, qui ne dépendent de personne à part de propre travail, on crée un fonds de soutien et un fonds de solidarité. Ce fonds de soutien et fonds de solidarité, on voit dans les CCAS, on fait le travail qui va bien et on trouve les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quand vous avez déjà une île qui est déjà, pour ceux qui ont à peu près les moyens, souffre de la vie chère, imaginez les handicapés, parce qu'il y a aussi ces personnes-là pour lesquelles on a prévu des choses de par ailleurs, mais j'en parlerai à un autre moment, et les personnes qui, malheureusement, n'ont pas ce qu'il faut. On a beau discuter. Donc, du coup, nous, on a inventé, on travaille à ce que ces personnes-là puissent disposer, puissent être identifiées, puissent disposer d'une carte prépayée dans laquelle, avec le fonds en question, on abonde les cartes dans le sens qui va bien pour leur permettre de sortir dans le dessous du seuil de pauvreté. Sauf que, par exemple, quelqu'un qui est dans ce cas-là a pour lui, il a une carte, il y a un groupement des pêcheurs, un groupement des agriculteurs, un groupement des éleveurs, qui fait que lorsqu'elle a besoin de ces produits essentiels, elle prend cette carte, elle va avec une machine adaptée du groupement qui va bien, pour acheter sa viande, pour acheter son kilo de patates, pour acheter son kilo de poisson, ce qui permet au moins d'éviter que les secteurs comme l'agro X, l'agro Y, l'agro Z, la pêche, l'agriculture et tout le reste ne s'effondrent, au moins restent stables, avec un moyen de vivre de manière normale, correcte et haute, ce qui crée du pouvoir d'achat pour ces personnes-là. Parce que là aussi, pareil, si vous n'avez pas une demande solvable, si vous n'avez pas du pouvoir d'achat, vous pouvez inventer tous les entreprises que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, et ça, ce sont des choses qui sont en cours de réalisation, qui sont là, qui sont présentes, comme le bus, le transport à la demande dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le tourisme intelligent dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui existe déjà, qui fonctionne déjà, etc. Et on sait en plus où on va trouver l'argent. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas de la science-fiction, il faut bien que les gens comprennent. Non, ce n'est pas de la science-fiction, non, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait.